Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est un plaisir pour moi de vous convier à suivre quotidiennement cette chaîne dénommée L'œil des enseignants. C'est une chaîne qui valorise l'enseignement dans notre pays, la République démocratique du Congo. Quand on parle de l'enseignement, on voit directement l'enseignant ainsi que l'apprenant qui est l'élève et l'étudiant. Alors n'hésitez pas à vous abonner parce que c'est un cadre qui nous permettra à s'exprimer librement tout en dénonçant ce qui se passe dans notre pays sur le plan éducatif. Abonnez-vous massivement, likez, partagez avec vos proches afin que tous nous puissions parler le même langage et tous nous puissions développer notre pays sur le plan éducatif. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Merci. Vous nous suivez de partout à travers le monde, mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs. Bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine. Beaucoup de sujets d'actualité, je dirais même sur le plan général, nous allons les analyser minutieusement en toute responsabilité d'entrée de jeu, procès Vital Kamerhe consort. On parle même de l'invalidation de certains députés, mais qui sont beaucoup plus de l'opposition. On parle processus électoral. On parle également de la situation sécuritaire à l'Est. Ce qui est notre invité de ce jour, mesdames et messieurs, ce n'est pas un nouveau. Nous allons échanger avec M. Cédric Moudiantou, qui se trouve être porte-parole et secrétaire national en charge de la communication de l'AVC. Bienvenue, monsieur le porte-parole. Merci, cher journaliste. Merci de répondre à notre invitation. Êtes-vous prêt à répondre à toutes nos préoccupations? C'est pour ça que je suis là. Monsieur Cédric Moudiantou, les tout premiers sujets, je l'ai d'ailleurs dit à l'entrée de cette émission, nous allons aborder le procès 100 jours. Et aujourd'hui, c'est Kamerhe qui est mis en vedette de cette histoire. D'abord, quelle image, bien que vous soyez du pouvoir, quelle image, comment se présente selon vous notre image? D'abord, à l'étranger, mais également dans d'autres tendances politiques au niveau national et surtout pendant votre gestion. Vous savez, l'image que nous avons aujourd'hui, si je peux me joindre à tous les Congolais pour répondre à votre question, sinon alors à l'écrasante majorité des Congolais qui hier étaient victimes d'une justice réduite en instrument de répression politique, une justice réduite en un objet soumis à l'autorité du prince, si je peux ajouter machiavélien, mais aujourd'hui, nous avons au moins retrouvé nos lettres de noblesse, s'il faut parler de la justice, parce que nous avons au moins une justice qui fonctionne, une justice qui rassure tout le monde, n'est-ce pas? Alors, poser cette question de la problématique du fonctionnement de la justice, tout en se penchant sur un aspect ou sur un procès, en regardant le profil d'un individu, c'est déjà une démarche totalement biaisée. Et moi, je ne saurais pas accompagner ces biais-là. Je voudrais bien qu'on parle de la justice qui, aujourd'hui, honnêtement, c'est vrai, même le chef de l'État a reconnu qu'il y avait des faiblesses sur base de quoi il y a des réformes qui sont en train d'être faites. Que beaucoup considèrent même une pièce de théâtre. Les réformes, puisque quand il y a des faiblesses, la seule voie, le seul moyen pour corriger, ce sont des réformes. Mais le procès 100 jours n'est qu'un aspect du fonctionnement de la justice. Les réformes ont pour but de parfaire les chefs de l'État, garants de bon fonctionnement des institutions, ayant reconnu qu'il y avait des faiblesses, à enclencher le processus de réforme. Ça veut dire qu'il y a une volonté manifeste de sa part de corriger, de parfaire. Mais s'il faut voir l'appareil judiciaire sur un aspect encore qu'on est en train de vouloir ici, politiser au regard du profil d'un individu, j'avais dit d'entrée de jeu qu'il s'agissait d'un biais et on devait éviter de biaiser le regard sur notre justice parce que nous sommes en train d'organiser cette justice aujourd'hui de manière à rassurer tout le monde. Le procès 100 jours était un procès dont le déroulement était même télévisé. Tous les Congolais avaient suivi. Mais aujourd'hui, les griefs à la charge d'un individu n'étaient pas montés de toutes pièces puisqu'il a répondu. C'était toute une équipe engagée dans ce programme du chef de l'État. Vous savez, je ne vais pas revenir sur ça, l'affaire 100 jours, d'où ça commence avec l'Américain Roosevelt. Mais vous savez de quoi il s'agit, c'est le grand signal qu'un président donnerait sur son quinquennat. Pour le cas de la RDC, puisque les mandats c'est 5 ans, mais déjà,
quand il y a eu des faiblesses et que le chef de l'État s'était inscrit dans la logique de l'instauration d'un État de droit. Nous avons vu sa détermination et la justice a fait son travail. Il n'y avait aucune main derrière. La justice a fait son travail. Pas d'amitié, pas de copinage. J'ai dit la justice, rien que la justice. C'est plutôt le contraire de ce qu'observe le peuple congolais. Vous avez dit que c'était un signal fort que le chef de l'État avait lancé, mais ça devrait être bénéfique pour le peuple congolais. Pourquoi? Parce que le procès son jour, c'était un procès généralisé. Mais comment expliquer aujourd'hui, c'est juste l'aspect maison préfabriquée qui est pris en compte, où on voit seulement Vital Kamerhe qui est jugé. Est-ce que le procès concernait justement les maisons préfabriquées, ou il y avait d'autres secteurs de la vie nationale dans lesquels on devrait aussi fouiller? Mais les procès 100 jours, d'ailleurs les 100 jours là, c'est naturellement quand on parle des 100 jours, ce sont les grands travaux. N'est-ce pas? Moi je suis économiste, j'en sais quelque chose. Quand on parle des 100 jours, les signaux pour un chef de l'État dans les 100 jours, on voit notamment les grands travaux. J'ai dit les infrastructures. Et ici, les infrastructures, nous en avions infrastructures routières, infrastructures scolaires, infrastructures sanitaires, infrastructures, tout ça, maisons et tout ce que vous voulez. Mais dans l'ensemble, dans la marmaille de tout ce que je viens de citer ici, nous avons vu qu'il y avait un problème dans un compartiment qui était maison préfabriquée, qui était ici à considérer comme une composante du programme 100 jours. C'est bien pour ça qu'on a appelé le programme 100 jours qui englobait, au sein duquel il y avait un compartiment qu'on appelait maison préfabriquée. Mais on avait mis aux gens sur les bancs, les gens plutôt, sur les bancs des accusés par rapport au projet, le projet 100 jours. Mais ce n'était pas par rapport à un individu ou quoi. Mais nous savons tous que le problème était au niveau des maisons préfabriquées, puisque pendant que le procès s'est déroulé, il y avait les chantiers, notamment saut de mouton. Il y avait des chantiers, notamment réhabilitation des écoles. Bien avant, nous avons vu le chef de l'État lancer la rentrée scolaire à l'école Mokengeli, ici à Lemba. Ça veut dire que les infrastructures dans l'ensemble, il y en avait d'autres qui marchaient, mais il y avait des problèmes dans d'autres, alors que le projet était un tout. Alors on devait avoir les résultats sur l'ensemble du projet que sur certains seulement. Mais il y avait aussi des détournements dans d'autres projets. Pourquoi seulement s'appesantir sur les maisons préfabriquées, là où Vital Kamerhe était en vedette? Non, c'est pas que là où on n'a jamais dit que Vital Kamerhe a coordonné les maisons préfabriquées. Arrêtons de détourner l'attention ou l'intelligence des Congolais. On n'avait jamais dit que les personnes convoquées à ces procès étaient intéressées à la gestion spécifique d'un compartiment, je ne sais pas moi, d'une composante du projet. Non, ils ont été dans le projet. On n'a pas convoqué les gens sur... Non, non, non. Ça, c'est justement la volonté manifeste, je ne sais pas, des journalistes pour qui vous travaillez, je ne sais pas. Mais nous, on travaille pour le peuple. Je ne sais pas, c'est vous qui le dites, mais moi, je constate ici que vous avez la tentative de me désorienter ou encore de désorienter ceux qui nous suivent. Mais ici, on avait fait le procès par rapport au projet 100 jours. Et ce projet, il y a eu de faiblesses, lesquelles faiblesses ont milité pour que la justice puisse faire le travail. Et ce travail a été fait de manière équitable. Même ceux qui ont été condamnés, vous avez vu qu'eux-mêmes d'abord n'ont jamais dit que c'était un procès politique. C'est vrai, puisqu'ils sont des leaders politiques, les militants peuvent toujours apprécier de leur manière, mais ceux qui étaient impliqués n'ont jamais accusé, puisque connaissant effectivement que la justice avait fait son travail. Vital Kamerhe a été condamné à 20 ans de prison. Il n'a même pas purgé 5 ans. Aujourd'hui, il vague librement ses occupations. Et aujourd'hui, il y a encore un autre dossier. C'est les rapports de l'IGF sur la Gécamine. On parle de 34 milliards de dollars, s'il vous plaît. 34 milliards de dollars, je ne sais même pas moi si ça vaut combien notre budget national volatilisé. Est-ce qu'aujourd'hui le peuple congolais peut espérer aussi à un procès peut-être équitable, à la rigueur de la loi, au regard déjà de ce qu'il est en train de vivre avec les procès peut-être 100 jours? À la lumière du procès 100 jours, d'abord, je vais revenir à ça. Vous avez dit qu'il a été condamné pour 20 ans et il n'avait fait que, je ne sais pas moi, 5 ans. Mais là, on doit savoir ce qu'on veut. On dirait qu'on veut quelque chose de son contraire. Quand on les condamne pour 20 ans, on parle d'un procès politique, la justice manipulée, la justice au service, je ne sais pas moi de qui. Mais quand il est libéré cette fois-ci, ce n'est pas la justice. Mais le Congo finalement a un problème. Voilà pourquoi nous on parle de l'émergence d'une nouvelle génération politique. On devait comprendre de quoi on a besoin. C'est cette génération politique qui peut-être pourra moraliser les Congolais sur ce que doit devenir ce pays. Il a été condamné par la justice et la justice elle-même a apprécié le déroulement de la suite et a levé une mesure. Ça veut dire que c'est toujours la justice, aucune main politicienne. Je viens à votre question, Charlie. 34 milliards. Non, 34 milliards, quand on parle de ça, il n'y a pas que ça. C'est vrai, nous allons répondre par rapport à cette question. Mais quid?
Congo Hold Up, par exemple, il y a eu beaucoup de dossiers de déroulement. Souvenez-vous, en son temps, parmi les dignitaires du régime passé, un avait dit que 15 milliards de dollars s'est volatilisé. J'ai dit 15 milliards, c'est des chiffres. C'est volatilisé dans le détournement. Il était un dignitaire du régime passé. Mais quand on parle aujourd'hui de 34 milliards, le nombre d'années, si nous comptons, ça va faire 18 ans qu'il y avait un régime qui gérait ce pays. On peut comprendre alors qui était à la base de ce détournement. Aujourd'hui, le chef de l'État a mis en place, a rénové ou encore a réhabilité l'IGF comme une sentinelle des deniers publics qui doit canaliser les recettes de l'État vers les trésors publics au bénéfice du peuple congolais, longtemps plongé dans la paupérisation. Mais aujourd'hui, quand il y a ce genre de révélations, premièrement, la conséquence politique, c'est que certaines bouches devaient se taire et à jamais, avec des prétentions politiciennes de diriger le Congo. Demain, ils ont géré la grande province, le Grand Katanga, où le détournement a eu lieu. À qui faites-vous allusion? Non, je parle. Je n'ai pas besoin de citer les noms de gens. Nous sommes ici parler des idées. Alors, ils ont géré. Pendant 18 ans, il y a eu la succession des gérants, des gestionnaires, n'est-ce pas? Alors, je parle de tout le monde. À eux de se situer. Ils ont géré le Grand Katanga. Puisque je parle du Grand Katanga, puisqu'on parle de la Gécamine. Ça ne se trouve pas au Kasaï. Ça se trouve au Katanga. Alors aujourd'hui, ils ont des prétentions. Ils veulent montrer qu'ils sont de bons gestionnaires. Ils veulent montrer qu'ils peuvent gérer le Grand Congo. Et pourtant, ils ont été à la base des détournements des milliards dans une seule province. Alors que le Congo, pendant que le pays perdait 34 milliards dans les détournements, ce même pays n'avait que 4 milliards de budget. C'est sadique. Vous comprenez? C'est sadique. Oui, c'est sadique. Avec ce genre de révélations, à la lumière du procès 100 jours, un grand signal que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, avait effectivement impulsé la justice et l'instauration d'un État de droit. Nous voulons et nous demandons, bien sûr avec le soutien de tous les Congolais aujourd'hui souscrivant à la nouvelle génération politique, que justice soit faite. Pensez-vous que ces gens, ces détourneurs, vont subir la rigueur de la loi? J'ai dit à la lumière du procès 100 jours, avec le président Félix Tshisekedi, la justice ne fait exception à personne. Ces gens que vous avez enrôlés pour la plupart à l'Union sacrée. La justice ne fait exception à personne. Écoute, puisque tu parles de l'Union sacrée, l'Union sacrée n'est pas une union de personnalités politiques. S'il en était le cas, Vital Kamerhe ne serait jamais en prison. Pour conquérir le pouvoir, Félix Tshisekedi a eu un partenaire. On doit le dire. La vérité, elle reste la vérité. Qui étaient ces partenaires forts du cash que Vital Kamerhe? Ce n'était pas les soucis de l'effacer, j'ai dit d'entrée de jeu, qu'il n'y avait jamais des mains politiciennes, mais le souci du chef de l'État de fonctionner sur base de la vision du grand esprit Étienne Tshisekedi. Faisons émerger un état de droit, puisque c'était ça le chaînon manquant, c'était ça la maladie du Grand Congo. Quand vous êtes malade, vous êtes patient face à un médecin, la guérison commence par le diagnostic. Dès que le diagnostic est bon et bien posé, vous êtes guéri. Et nos pères fondateurs, à l'instar d'Étienne Tshisekedi, avaient vu pour le cas de la RDC qu'il s'agissait d'un déficit au niveau de la justice. Félix Tshisekedi l'a amené. Vital Kamerhe est son grand ami, d'ailleurs pour vous montrer aussi la séparation du pouvoir, puisque la démocratie sous-tend la séparation du pouvoir. Il avait dit, il a donné son opinion. Vital Kamerhe, c'est un homme honnête, c'est un homme sincère. Ça veut dire, ne dépendant que de lui, Vital Kamerhe ne serait jamais en prison. Mais il a été en prison, comme pour dire, moi, je suis président de la République, mais au nom de la séparation du pouvoir, je ne peux pas influer sur le cours de la justice. Kamerhe a été condamné. Et je vous assure, il n'y a pas de copinage. Il n'y a pas de copinage. De la même façon que son grand ami, son partenaire politique, a été condamné par la justice, bien que vous le considérez comme des impressions, mais moi je sais que ça n'a jamais été un prestige d'aller en prison parce que premièrement, c'est votre casier judiciaire qui est sali pour une personnalité politique. Je ne sais pas, ça représente le malheur du monde. Il ne peut jamais s'en remettre, le fait d'être en prison. Alors je vous dis, de la même façon que le procès 100 jours avait eu lieu, de la même façon que tous les autres détourneurs qui ont mis ce pays à genoux finiront par répondre de leurs actes. Et vous pensez qu'aujourd'hui, quand on parle des 34 milliards de dollars, quelque part, c'est comme disent les Quinois,
l'argent du contribuable, mbongo ya ba maman ya wenze ba futaka ba taxe na bango ya pasi, mbongo ya ba chauffeur ba futaka ba taxe na bango, ba vinette tout consort, et c'est la somme, la grosse somme là de, comme je disais, l'argent du contribuable congolais qu'on a volé. Et pensez-vous réellement que cette fois-ci, à quelques, je dirais même mois de la fin du mandat du chef de l'État, on aura quand même aussi un autre signal fort au niveau de la justice? Êtes-vous vraiment optimiste? C'est pour ça que j'ai parlé de sadisme. L'argent des contribuables. Ça fait très mal quand on parle des histoires pareilles, quand on voit des grosses sommes pareilles un pays qui a des problèmes partout. Nous avons vu le lancement de la gratuité de l'enseignement, comment on a peiné. Nous avons de sérieux problèmes d'infrastructure. Nous avons, ce sont les mêmes à se plaindre aujourd'hui, à accuser Félix Tshisekedi. Ils se plaisent au grand jour d'écrire des bêtises, permettez-moi ainsi de le dire, mais ils savent que c'est eux qui ont mis ce pays à cet état. Voilà le sadisme, voilà le sens élevé d'irresponsabilité, voilà l'inhumanisme. Vous gérez le pays avec beaucoup d'excuses. Ceux qui ont géré, et aujourd'hui vous gérez, demain vous direz quoi? Vous croyez que rappeler l'histoire, c'est ça, c'est plaindre? Vous savez la différence de Félix Tshisekedi avec les autres, c'est son franc-parler. C'est son franc-parler. Quand il dit ici ça ne marche pas, il ne se plaint pas. C'est des francs-parler ou non, il parle trop? Non, mais j'ai parlé en français, cette émission est en français. J'ai parlé du franc-parler. Quand ce noir, il est le premier lui-même à vous dire ce noir. Avant que vous ne veniez, quelques flatteurs viennent dire non, c'est jaune verdâtre. Non, lui déjà il dit c'est noir. Alors puisque c'est noir, moi je suis issu de vous. Soutenez ma vision, je veux que ça marche comme ça pour que ça redevienne blanc. Voilà un président de la République. On ne va pas s'éterniser à ça, M. Cédric Moudiantou. On va passer quand même au processus électoral parce que c'est l'un d'ailleurs aussi des grands sujets d'actualité dans notre pays. Aujourd'hui, vous, l'Union Sacrée, vous avez quand même fait passer, vous avez obtenu à faire passer la loi électorale. N'est-ce pas là un forcing, pourtant récusé par la grande partie de l'opposition? Récusé par la grande partie de l'opposition, oui. L'opposition peut être une panoplie de formations politiques. L'expérience nous montre qu'il y avait l'argent acheté des gens. On a créé le Front commun pour le Congo. Ce n'est qu'un nom. Comme quoi Charlie Moukouba s'est réveillé un matin, il dit « Commencez à m'appeler désormais Jésus-Christ. » Oui, nous allons t'appeler cher ami. Mais au fond de toi, tu sais qu'il y a un vrai Jésus-Christ. Le Front commun pour le Congo n'était qu'un front des individus qui ne représentaient que leur propre silhouette. Il ne représentait pas un seul peuple congolais. Vous voyez? Donc l'organisation sociopolitique n'a rien à voir avec la détermination d'un peuple. Quand le peuple s'est mobilisé face à un certain front pour le Congo, je ne sais pas moi quoi, ces fronts-là aujourd'hui est des tristes mémoires. Alors tout ce que vous voyez s'est passé à l'Assemblée nationale, ça ce sont des personnalités. Mais le peuple congolais qui s'est élevé, dès qui est venu ce pouvoir, la représentation nationale aujourd'hui à l'Assemblée nationale veut la consolidation du processus démocratique enclenché avec l'alternance de 2018. Alors pour consolider, qu'est-ce qu'il faut? Nous devons organiser les élections, premièrement dans les délais constitutionnels, les élections qui corrigeraient les deux précédentes, les trois même, puisque même celles dont est issu le chef de l'État avaient des irrégularités, notamment les élections législatives, parce que le fait de la détermination du peuple congolais à faire partir M. Joseph Kabila et sa concentration à la réussite ou encore, oui bien sûr à la réussite de Félix Tshisekedi avait ouvert la voie à la tricherie au niveau législatif. Et cette fois-ci, les élections devraient corriger le précédent, n'est-ce pas? Alors, quand nous voulons consolider les processus démocratiques, ça ne devait pas rester seulement la chanson. On ne doit pas les dire puisque nous faisons les beaux discours. Nous voulons flatter le peuple congolais. Encore faut-il que l'on pose des actes. Poser les actes, c'est notamment ce que vous voyez. Récuser, c'est une chose. Mais quand c'est le peuple qui récuse, nous allons reculer, nous allons nous amender. Mais quand le peuple dit « je veux ceci », on n'écoute pas les individus. Moi plutôt, AVC, Autre Vision du Congo que je représente ici, la jeunesse congolaise, aujourd'hui déterminée à devenir une nouvelle génération politique, soutient et dit merci aux législateurs, aux députés pour le travail qui a été fait. Aujourd'hui, on a doté la CENI d'une loi électorale. Aujourd'hui, nous sommes rassurés que les élections seront organisées dans les délais constitutionnels, n'en déplaise plutôt à ceux qui resteront en train de pleurer, ceux qui accuseront, ceux qui préparent la contestation. Quand les uns préparent la contestation, nous préparons la fête du Grand Congo, puisque 2023 sera la consolidation du processus, parce que là maintenant, nous allons démarrer avec le processus de développement.
De 2018 à 2023, c'était la remise sur le rail. Félix Tshisekedi a réussi à remettre sur le rail. Quand vous voyez des révélations comme celle de l'IGF, quand vous voyez la justice faire son travail, quand vous voyez les enfants partir à l'école gratuitement, quand vous voyez tout ce qu'il fait dans plusieurs secteurs, le Congo, les grands Congo, se remet sur le rail. Alors 2023, c'est le décollage. Nous prenons maintenant l'envol pour le développement du Grand Congo. Vous voulez les élections apaisées, libres en 2023, mais pourquoi vous ne voulez pas du consensus soutenu même par la communauté internationale? Avez-vous peur? La communauté internationale, les consensus, ce que vous voulez. Mais nous avons opposé à ça la théorie de l'acte contraire, cher ami. On veut que le consensus, quand nous savons tous ce qui anime la volonté des uns de demander ces consensus. Ils ont commencé par dire, voilà ce que nous proposons pour la sortie d'une crise qu'ils ont seulement dans leur tête. Et derrière ça... Mais c'est ce qu'ils observent. Non. Le problème, c'est... Charlie, tu sais, la crise... de quelque nature soit-elle, puisque toutes les fois que nous avons été dans les dialogues, conciliambules, c'était pour résoudre une crise. Généralement, c'était une crise de légitimité. Puisqu'il n'y a plus de crise de légitimité, on veut résoudre quelle crise? Ils peuvent constater, mais la crise n'est pas l'effet plutôt des acteurs politiques, c'est l'effet de la population. Souvenez-vous en 2006, quand nous sommes allés aux élections, le peuple congolais mécontent derrière Jean-Pierre Bemba, alors qu'il y avait hold-up organisé par Joseph Kabila. Ce n'était pas Bemba qui avait parlé, c'était le peuple congolais qui était entré dans la rue. Cette situation s'est amplifiée en 2006 quand le rouleau compresseur Étienne Tshisekedi est arrivé. D'ailleurs, lui, en 2011, il n'avait même pas dit, il n'avait même pas encore parlé, mais la rue avait parlé. Par contre, en 2018, le peuple restait jusqu'à minuit, 2 heures du matin, attendant les résultats. Et quand on a publié le président Félix-Antoine Tshisekedi, c'était le contraire. Le peuple congolais sur l'étendue du territoire national a pris d'assaut les grandes artères pour dire « Voici cette fois-ci, c'est lui qui est issu de nous ». Alors quand le peuple scande et manifeste dans ce sens-là, vous nous amenez une chanson telle que légitimité. Mais la légitimité en termes des institutions vient d'où? On dit en démocratie, le pouvoir est l'émanation du peuple. Mais quand le peuple dit « Je suis content ici », vous parlez de quoi? Alors nous n'avons pas à suivre tout ce que vous dites, consensus, non. Le peuple d'abord, vox populus, vox dei. Parce que c'est votre bénéfice. C'est le bénéfice du peuple. Ça dit que Mouyontou, restons toujours dans ces chapitres parce que c'est très important. Vous venez de l'opposition. Vous avez dénoncé beaucoup de choses quand vous étiez. Et aujourd'hui, les amis qui sont à l'opposition vous disent que nous ne pouvons pas aller aux élections parce que, selon eux, c'est la démocratie, la Cour conditionnelle ici n'aspire pas confiance, parce que même les G13 qui avaient proposé une panoplie de propositions à l'actuelle loi électorale, que vous avez même voté, vous avez relégué beaucoup des aspects qu'ils ont dénichés pour un processus apaisé en 2023. Et aujourd'hui, au moment où nous parlons, le G13 dit que la plupart de ces propositions ne sont pas prises en compte. Donc, le bureau de l'Assemblée nationale a manigancé des choses en sa faveur. Et aujourd'hui, on ne saura pas afficher les résultats des élections bureau par bureau parce que cet aspect n'ayant pas été pris en compte dans leurs propositions. Alors, dites-nous, vous qui avez voulu que cette loi passe, quelles sont les innovations de l'actuelle loi électorale? Je viens aux innovations, mais avant de venir là, on dirait que vous avez mal perçu notre parcours politique. L'opposition qui dénonçait hier ne dénonçait jamais en vain quand on a dit « Non, mais on a tué Rossi. Nous n'avons pas inventé un individu qu'on a appelé Rossi. Tout le monde a vu que Rossi était tué. Quand on a dit on a tué Thérèse Kapangala. » Vous savez, le problème n'est pas... Aujourd'hui, si on voit les marches être réprimées. Aujourd'hui, le problème c'est quoi? Ce n'est pas de dénoncer. Mais tout ce que nous dénoncions était des faits puisque relayés par des institutions internationales, notamment Human Rights Watch. N'est-ce pas? En termes de violation. Alors quand vous dites vous aviez dénoncé, c'était de faits. Nos dénonciations étaient factuelles. N'allez pas les comparer aujourd'hui à ce que nous voyons là. C'est simplement, c'est ridicule même. Non seulement non fondé, mais ridicule en plus. Parlez-nous des Alors pour un innovations, individu sérieux, crédible,
je pense qu'on devait taire ces genres de débats. Vous avez parlé de, des innovations par rapport à la loi électorale. Ben oui, les innovations, quand nous, c'est vrai, c'est avec beaucoup de regrets. Moi, je suis devant vous en train de me présenter comme le défenseur, le porteur de la vision d'une nouvelle génération politique. Nous avions dit qu'il fallait qu'on commence par la problématique de la suppléance familiale, n'est-ce pas, qui était une faiblesse parce qu'on ne peut jamais construire le Congo de demain. Quand Charlie Moukouba est candidat député, c'est son fils qui est son premier suppléant, sa nièce est sa deuxième suppléante. Et ça, c'est la privatisation de l'État par ricochet, la criminalisation de l'État. N'est-ce pas? Ce qui est, malheureusement, ce qui devait être la première innovation, et malheureusement, ça n'a pas été pris en compte. C'est déjà parmi les ambitions. Non, je pense que l'œuvre humaine est toujours perfectible. N'est-ce pas? Cette fois-ci, ça n'a pas été pris en compte. Le travail que nous faisons, nous, la nouvelle génération politique, ça sera pris en compte dans l'avenir. C'est ça même une autre vision du Congo, n'est-ce pas? Alors, les innovations, il y en a plusieurs. Mais Charlie, je ne pense pas que ce soit important de distraire le peuple congolais avec les innovations écrites. Ça risque de ressembler à des chapelets de bonnes intentions. Il vous souviendra, pendant 18 ans avec Joseph Kabila, nous avons eu le goût de devenir un pays développé. On vous a même créé un organe de presse qui vous montre des moquettes. On dirait que le Congo devient quelque chose qu'on pouvait dessiner. Tout ce qui nous manquait, c'était d'entrer dans nos télévisions, aller palper ça de l'intérieur. Vous voyez, c'est ça duper. La politique n'est pas un marché de dupes. Moi, je ne pense pas que ça soit important que moi, porte-parole du parti Autre Vision du Congo, prônant l'émergence d'une nouvelle génération politique, que je vienne parler que de ce qui est écrit, c'est vrai. Nous devons devenir un Congo fort si nous sommes en mesure de respecter ce qui est écrit. Alors les innovations ne sont importantes que si nous savons effectivement les appliquer, sinon elles ne sont que lettres mortes, elles ne sont que des chiffons. Voilà pourquoi, moi je pense, le plus important, mobilisons notre population à soutenir tout ce qui est fait. Le plus important, c'est d'avoir des élections crédibles. Si moi je sais que c'est Charlie que j'ai élu et que les preuves prouvent que c'est vous qui devez passer sur base d'une vision que le peuple congolais a compris et qu'il vous a fait confiance, vous devez passer ça, la transparence d'un processus électoral. C'est comme ça que nous commençons à crédibiliser nos institutions à l'égard de nous-mêmes et des tiers, notamment de la communauté internationale. Le reste là viendra peu à peu. Sinon, nous sommes en train de vouloir suivre les mouvements de mirage. Alors nous sommes perdus dans le temps. Nous devons plutôt nous concentrer, nous focaliser à ce qui est important, consolider le processus démocratique, avoir des élections crédible sur base de ce qui nous est proposé. Les travail humain étant perfectible, nous atteindrons l'idéal. Vous parlez ces derniers temps trop de la nouvelle génération politique. Quelle est votre démarche? Notre démarche, c'est de changer le Congo. Nous sommes partis du changement prôné par le feu Dr Etienne Tshisekedi, aujourd'hui relayé par le président de la République, Félix Tshisekedi. Bien sûr, plusieurs étendards prétendant en même temps soutenir. C'est vrai, nous sommes aujourd'hui en train de soutenir Autre Vision du Congo, puisque ça rentre dans la même logique, le changement. Mais Autre Vision du Congo devait sous-tendre également une autre chose. Nous avons observé, nous avons pris le temps, une analyse spatio-temporelle, n'est-ce pas? Nous avons vu le Congo à travers les temps, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. La même classe politique d'aujourd'hui que nous sommes en train de récuser, qui a fait preuve de beaucoup de faiblesses, c'est cette classe politique d'hier, déjà depuis l'aube de l'indépendance. Mais alors, si elle était une bonne classe politique, au regard de la richesse, de toute la dotation du Congo, que serait le Congo d'aujourd'hui? Puisqu'on vous dit, le Congo d'hier était plus loin que le Canada, était plus loin que la Corée du Sud, qui aujourd'hui est 8e puissance industrielle du monde. L'Afrique du Sud, aujourd'hui vous demandez aux Congolais d'aller en Afrique du Sud, ils ne dorment pas la nuit, ils attendent le matin pour y aller vite, alors que l'Afrique du Sud était loin derrière. Nous sommes en train de nous reléguer à travers les temps, faute d'une bonne classe politique. Devons-nous alors parler du renouvellement de la classe politique? Et nous renouvellerons dans ce sens, même les antivaleurs. Il faut alors le changement. Il faut changer les choses, changer la vision, ça veut dire prôner l'émergence d'une nouvelle génération politique. Cette génération politique devra être greffée
dans la vision des valeurs prônées par Étienne Tshisekedi, n'est-ce pas, le tshisekédisme, puisque celui-ci, j'ai parlé de tshisekédisme, incarne la justice, incarne la bonne gouvernance, incarne le respect du patrimoine public, incarne l'amour du pays. Tout ce que vous avez de bien pour rendre le pays fort et développé se retrouve dans le tshisekédisme, puisqu'il a pris le temps de nous montrer de quoi il était capable et l'amour qu'il avait pour son Congo. La classe politique actuelle, à cause de l'avidité, à cause des intérêts spécifiques, des intérêts sélectifs, n'a pas tenu compte de la démarche d'Étienne Tshisekedi. Mais que devient le Congo avec la jeunesse, avec la nouvelle génération politique que nous sommes? Nous sommes un Congo déjà qui est composé de plus de 60% de la jeunesse. Une jeunesse mise en marge, considérée même comme une opposition tout à fait tentaculaire. Nous nous sommes levés pour dire la nouvelle génération politique, qui n'a rien à voir avec la jeunesse, mais la régénérescence de la pensée politique. N'est-ce pas? Alors, si nous comprenons ça et que nous nous mobilisons à devenir cette nouvelle génération politique, nous sommes une force. Nous nous érigeons alors comme une forme de barrière face aux antivaleurs. Nous ne sommes pas contre les vieux, encore moins contre cette génération politique, mais nous voulons juste transformer les choses. Puisqu'il y a la conversion, même parmi eux, ils peuvent aussi rejoindre la nouvelle génération politique. Nous construirons le Congo. Voilà, c'est un message que je lance. Puisque les jeunes doivent nous rejoindre, nous sommes la nouvelle génération politique, nous voulons construire, ils doivent comprendre notre idée pour que nous puissions changer le Congo, que nous arrêtions de nous plaindre, mais que nous devenions les acteurs de développement impliqués effectivement dans le travail de développement. L'idée, elle est bonne, mais la grande question, c'est de savoir comment y parvenir. Pour y parvenir, premièrement, c'est l'éveil de conscience. C'est ça que nous prenons, c'est ça que nous prêchons. Nous n'arrêtons pas à le faire. Merci à toi pour nous avoir accordé du temps d'en parler. Nous le faisons à travers plusieurs canaux. Je ne suis pas le seul. Autre Vision du Congo en est aussi un, puisque Autre Vision du Congo, c'est ça même la grande vision, n'est-ce pas, qui directement est issue du changement. Alors nous sommes tous en train de vouloir atteindre ces changements à travers plusieurs réseaux, n'est-ce pas? Et nous en sommes un. La nouvelle génération politique qui dit la même chose que les changements, qui dit la même chose que notre vision du Congo. Le plus important pour nous, si Autre Vision du Congo veut dire le changement et veut dire la nouvelle génération politique, alors faisons un effort de quitter l'ancienne génération politique, de faire émerger cette nouvelle génération politique à travers la pensée que nous communiquons, à travers les enseignements que nous apportons à la jeunesse, à travers les actions que nous posons pour que la jeunesse comprenne de plus en plus ce qu'est l'amour du Congo. C'est quoi le respect du patrimoine public? Ce n'est pas en réprimant, ce n'est pas en posant les actes de haine, ce n'est pas en faisant ce que nous sommes en train de décrire ici, les détournements des deniers publics à 34 milliards, appauvrissement du pays pour un intérêt personnel. Ça, ce sont les antivaleurs que nous combattons. Voilà pourquoi nous procédons par les enseignements. Je suis ici, je peux être demain à travers une conférence quelque part, je peux à travers une action sociale. Le plus important, véhiculer le message. Faire passer le message pour conscientiser et atteindre la masse critique. Nous sommes rassurés que demain est meilleur, comme le disait Lumumba. L'avenir du Congo est meilleur, mais ça devait être meilleur que si nous apportons la pensée pure. On parle maintenant de la situation sécuritaire dans la partie est de notre pays. Cette question est tellement épineuse, ça préoccupe plus d'un. Aujourd'hui, Cédric Moudiantou, porte-parole de l'AVC que vous êtes, comment justifiez-vous la montée en puissance du M23 en RDC? La montée en puissance du M23 en RDC... n'est-ce pas une velléité du gouvernement? N'est-ce pas une distraction? N'est-ce pas l'incapacité même de nos forces loyalistes? Non, non. Et je ne veux même pas oser parler de l'incapacité de nos forces loyalistes. Parce qu'ils n'ont pas assez de moyens. Je voudrais m'incliner devant les efforts combien louables, dispendieux même, de nos forces armées. Nous avons plusieurs fois appelé au soutien de ces hommes qui meurent. Ils ont laissé très loin leur famille. Et pour le bien du Congo, ils ont juré de travailler même au sacrifice de leur vie. Respect aux FARDC et même, bien sûr, et évidemment, à leur commandant suprême. S'il faut parler de la montée des M23, franchement, on ne peut pas en parler sans rappeler l'histoire. N'est-ce pas? Alors, il faudrait que nous posions la question aujourd'hui, pourquoi est-ce que les M23 en arrivent là? Mais c'est parce que nous leur avons ouvert la porte hier. Charlie? Hier, ça veut dire? Oui, hier, ça veut dire. Vous savez, ce n'est un secret pour personne aujourd'hui, puisque nous avons des indicateurs qui nous permettent d'aller au niveau international accuser le Rwanda, puisque nous savons que les M23 n'est qu'un arbre qui cache la forêt. Mais pendant combien d'années
Avons-nous lutté contre ça sans savoir effectivement de quoi il était question? Je ne vais pas me permettre de rappeler certaines choses ici. C'est tellement sensible. Mais si je peux en rappeler quelques-uns. Charlie, les M23, nous savons établir la relation entre les M23 et un général qu'on avait appelé Kounda Batouari. Il a été officier dans ce pays, oui ou non? Comment était-il devenu officier dans ce pays? Ça, c'est une question importante. Récemment, il y a une révélation selon laquelle un sujet rwandais qui a travaillé dans les institutions congolaises, entreprise publique pendant plusieurs années, et récemment nommé ambassadeur du Rwanda en France. Où étaient les services de sécurité? Comment était-il toutes ces fois nommé? On va parler de la complicité ou bien de la naïveté. Je ne pense pas que ce soit la naïveté. Si l'année, alors c'est la naïveté et la complicité, puisqu'on ne peut pas s'infiltrer dans les institutions d'un pays où il y a les services de sécurité pendant autant d'années. Voilà pourquoi je n'aime pas trop évoquer le passé, puisque nous savons tous s'il faut évoquer le passé, la justice fera le travail et beaucoup de gens iront en prison. Le travail aujourd'hui fait par le président de la République notamment, le toilettage dans les services de sécurité et les renforcements des mesures au niveau de nos services de sécurité, notamment l'armée, c'est une des solutions en commençant par l'état des sièges. Mais aujourd'hui, la résurgence des M23, c'est notamment un sursaut d'orgueil, par exemple après l'échec de Nairobi. Parce que là, ils ont expressis verbis demandé le brassage, notamment dans l'armée congolaise. Ce qui est inadmissible, ce qui est inexplicable, c'est même violer la souveraineté d'un État. Alors, c'est notre dignité qui est jetée en pâture. On ne pouvait pas accepter. Et face à cet échec, ils ont cru que la meilleure manière de nous contrarier, par exemple, était de faire ce qui est en train d'être fait. Mais cette fois-ci, ils vont buter à un mur, puisque Félix Tshisekedi dit, franchement, d'abord, c'est un combattant, et derrière qui il y a tout un peuple mobilisé comme un seul homme. Donc, plutôt que d'évoquer l'émergence, moi, je pense, envisageons des solutions. Puisqu'il y en a quelques-unes, nous proposées par le chef de l'État, mettons-nous l'alternative, bien entendu, mettons-nous à soutenir le chef de l'État, garant du bon fonctionnement des institutions, commandant suprême des forces armées, avec le travail qui est en train d'être fait sur le terrain par nos forces armées, nous allons trouver la solution. Le problème, c'est que nous finirons par ramener la paix. Il l'avait dit, même au prix de sa vie. Le prix de sa vie, beaucoup plus, aujourd'hui, plusieurs se moquent. Ils disent, non, mais il avait dit qu'il mourrait. Tout ce qu'il est en train de faire comme diplomatie, que d'aucuns qualifient de navette, nous rapporte autant de fruits. La guerre de l'Est a des implications internationales. Comment voulez-vous la régler sans, évidemment, vous impliquer dans la démarche diplomatique? Le chef de l'État l'a fait. Vous avez vu, le roi belge était ici. S'il faut parler de la RDC au niveau international, même de certains pays, les contacts de la RDC vis-à-vis d'autres États, vous ne pouvez jamais ignorer le partenariat de la Belgique qui est notre force colonisatrice. Et puisque le président République s'était attelé à la démarche diplomatique, le fait de voir la RDC renouer avec d'autres États, hier en rupture totale, nous croyons que c'est déjà la voie. Nous sommes en train d'avancer vers une solution, puisque nous finirons par mettre d'accord à travers notamment les indicateurs que nous avons aujourd'hui contre le Rwanda, à prouver que nous ne sommes pas, nous n'avons pas en face de nous un mouvement rebelle, mais plutôt une agression d'un pays voisin, et le problème sera tranché. Dans l'entretemps, puisque qui veut la paix prépare la guerre, on ne va pas se voiler le visage. Nous demandons bien sûr au chef de l'État de consolider, de renforcer l'autorité de l'État, de donner à nos forces armées ce qu'il faut pour évidemment nous rassurer la protection de nos frontières. Certains pensent qu'il faut ériger un mur entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. D'autres pensent même qu'il faut faire recours à la Russie pour mettre un terme à cette histoire. Êtes-vous d'avis? Non, faire recours à la Russie, d'abord, c'est déjà irresponsable. Je ne peux même pas parler de ça. Je trouve que c'est déjà erroné. Ériger un mur, ben, attends, je sais que le Pakistan l'a fait aussi avec l'Arabie Saoudite, si j'ai bonne mémoire. Pourquoi on ne le ferait pas, par exemple? Si on veut vraiment... nous avons vu même un pont être érigé quelque part là-dessus, à l'insu des dirigeants congolais, question de faciliter la sortie des minerais, tout ça, c'est extrêmement grave. La meilleure manière d'abord de commencer à mettre fin à ça, peut-être pourquoi pas ériger ces murs-là, ce serait une des solutions. C'est pour ça, nous disons, la solution qui soit bonne a le soutien du peuple congolais. Tout peuple congolais devrait d'abord commencer par soutenir toute solution qui tendrait à mettre fin à cette situation. Nous avons vu le rapport de force
notamment nous apportés par l'état des sièges. Aujourd'hui, il y a une stabilisation, par exemple, puisque nous sommes maintenant en face d'un groupe que nous savons identifier, les M23, alors que hier, il y en avait une panoplie qui naissaient comme des champignons. Avec l'état des sièges, il y a eu une forme d'éradication de tout ce groupe et nous sommes en train d'avancer lentement mais sûrement vers une solution. Ça ne sera pas d'un coup de bâton magique puisque c'est une situation qui date de plusieurs années. Mais à travers un petit temps accordé au chef de l'État, notamment 3 ans, nous sommes en train de voir des fruits et nous devons lui renouveler notre confiance, lui apporter notre soutien au regard du travail qui est fait, sachant pertinemment bien qu'il finira par nous apporter la paix, pacifier cette partie, puisqu'on ne peut jamais parler du développement du Congo tout en excluant une partie aussi importante, déjà que le développement lui-même sous-tend l'homogénéité de l'espace. Quand l'espace n'est pas homogène, aussi bien sur le plan économique, sur le plan sécuritaire, sur le plan social, vous ne vous permettez pas de parler du développement. Alors, pour que nous parlions du développement de la RDC, il faut pacifier la partie Est, travail qui est en train d'être fait par le chef de l'État, avec le concours des FARDC et de tout le peuple congolais. Il y a un sénateur américain, Jean-Yves Le Drian, qui s'étonne du silence du chef de l'État en rapport avec ces situations. Et il a clairement dit, il a tweeté dans son compte que la situation de l'Est est poussée par les multinationales, est poussée par certains de nos pays frontaliers, mais également de certains Congolais aussi qui sont impliqués à cette histoire. Mais il s'étonne du silence du chef de l'État. Et il s'est également étonné de voir aujourd'hui, nous disons que le Rwanda, c'est parmi nos ennemis, mais on a vu, c'est sous Tshisekedi que Paul Kagame a été applaudi ici au stade des Martyrs, et on a vu sous Tshisekedi que Paul Kagame a été appelé un ami frère, chose que même Kabila n'a pas fait. Comment analysez-vous cela? Et quand on appelle Kagame un ami frère, est-ce une interdiction de dire non à Paul Kagame? Est-ce qu'il est interdit de dire non à son ami? Ou encore, on n'a jamais vu un frère faire du mal à son autre frère qui avait tué Abel. N'est-ce pas son frère Caïn qui ont vendu Joseph? N'est-ce pas ses frères? Alors, je pense que c'est une forme de mesquinerie extrêmement grave. Je ne me permets pas de descendre dans cette passesse-là. Des gens qui verraient plutôt le chef de l'État se méconduire ou encore faire preuve d'un leadership de légèreté par le simple fait d'appeler Kagame son frère. Ça, c'est une diplomatie haute que plusieurs dans leur bassesse permettaient de le dire ainsi, n'arrivent pas à voir. Quand on est frère, même dans une famille, on peut dire non à son frère quand il le faut. Le même président de la République, Félix Tshisekedi, avait aussi appelé Joseph Kabila dans notre pays « mon frère » dans le cadre de la coalition Cash-FCC. Qu'en est-il aujourd'hui? Alors, il ne faut pas... On peut rester politique. Vous avez voulu bouffer seul, voilà pourquoi vous l'avez mis de côté. Et non, ça c'est votre opinion. C'est ça aussi la démocratie. Je respecte votre opinion, mais je réponds directement à ces opportunistes qui veulent distraire le peuple congolais. On peut faire du buzz tout en gardant la tête. Pour faire du buzz, on n'a pas besoin d'infecter le cerveau comme nous voyons aujourd'hui. C'est simplement ridicule. Ils savent eux-mêmes qu'ils sont en train de se ridiculiser pour vivre politiquement, mais il y a une autre manière de vivre politiquement en gardant intact son cerveau et en demeurant consciencieux. Il n'y a personne, aucun Congolais qui soit soucieux du bien-être du Congo sur tout le plan que le chef d'État, puisqu'il sait, il est le seul comptable en 2023 devant le peuple. Alors je pense, ceux qui ne l'avaient pas appelé amis et frères, ils ne l'ont pas appelé amis et frères au grand jour, mais ils ont infiltré nos services. Il y a quelqu'un qui a été nommé officier. Il y en a qui ont travaillé dans nos services. Vous ne l'avez pas appelé frère, mais vous avez mis ces affidés dans nos services. Qui est pire que l'autre? Non, arrêtez de distraire le peuple congolais. Je pense que cette distraction ne passe pas. Nous allons nous ériger comme un véritable mur face à ces aventures, à ces mésaventures qui tendent à distraire le peuple congolais. Le chef de l'État, pour le moment, fait un travail que nous n'avons pas vu, que l'on aurait vu. Nous étions peut-être là avec Mobutu, un autre défenseur de l'intégrité du territoire national. Aujourd'hui, Félix le montre, il le prouve. Nous avons passé 18 ans de naïveté. 18 ans de naïveté puisque nous permettons aux autres, sans parler déjà de l'entrée de ces Rwandais ici. Nous avons vu un Rwandais être nommé chef d'état-major général en RDC. Nommé par Tshisekedi? Par Félix Tshisekedi? Non. Alors de quoi en parle-t-on? On arrive presque à la fin de notre entretien, mais il nous reste deux
grande question, peut-être vous ne l'avez pas fait allusion aujourd'hui, c'est connu de tout le monde. On parle de la ville-province de Kinshasa, gérée par Jean-Théné Ngobila-Mbaka. Êtes-vous satisfait de sa gestion? Je ne sais pas. Bien qu'à mi-parcours. Non, je ne sais pas. 2023, c'est demain. Le peuple congolais qui regarde la gestion de la ville peut répondre à cette question. Mais tout ce que je sais, c'est qu'il y a des routes à Kinshasa qui sont construites. Ça, il faut le reconnaître. Vous savez, la sincérité ne nous coûte pas cher. Quand vous allez dans la commune, par exemple, de Bumbu, aujourd'hui, vous voyez qu'il y a des travaux qui se font. C'est vrai, en retard bien sûr, mais mieux vaut tard que jamais, ça se dit, n'est-ce pas? Alors il est en train de se démener, quitte à dire mieux ou mauvais il le fait, je ne sais pas, mais moi, à l'instar des Congolais, nous constatons que tardivement, il a commencé à poser certains actes, peut-être insuffisants, insignifiants par rapport à ce que représente la RDC ou encore la ville de Kinshasa, mais je note quand même que il a commencé, nous allons voir jusqu'où il va amener, s'il y a quelqu'un d'autre qui viendra succéder à lui. Si ça sera lui-même par rapport à ce que les élus provinciaux apprécieront après les élections en 2023, je ne sais pas. Mais le plus important, nous constatons ce qu'il est en train de faire. Légèrement, à la différence de ce qu'il y avait hier, il est quand même en train de poser des actes aussi petits soient-ils. N'est-ce pas qu'il est de l'Union sacrée? Je ne sais pas, je n'aime pas parler, je n'aime pas que vous donniez à l'Union sacrée la connotation des personnalités politiques. C'est une union du peuple. Arrêtez de donner à ça une connotation qui soit autre que celle qu'elle est, celle qu'est l'Union sacrée. L'Union sacrée, c'est Charlie Moukouba. L'Union sacrée, c'est Joël Kingu Maketa, c'est Jocelyne Mantangu, c'est tout le monde. L'Union sacrée, c'est Félix Tshisekedi, c'est Kabouya, c'est Boudimbu, c'est Magloire Kassongo. Ce n'est pas l'Union sacrée, c'est Minaku, c'est Kimbuta. C'est le peuple. C'est question de souscrire à la vision de la reconstruction. Ce n'est pas puisque nous sommes du camp, je ne sais pas moi quoi. Ce n'est pas question de camp. Dans l'Union sacrée, vous avez Moïse Katumbi, n'est-ce pas? N'est-ce pas qu'il tire contre les actions du chef de l'État? Il a les hommes au gouvernement, oui ou non? C'est ça l'union sacrée. Nous sommes le peuple congolais et nous donnons la preuve de l'existence de la démocratie parce qu'ailleurs, vous dites ça, il paraît qu'on donnait des coups. Mais chez nous, on ne donne pas de coups. Vous donnez un autre son de cloche, vous êtes toujours là. Jean-Théné Ngobila est l'autorité morale de l'ACP. Et au sein de ce parti, il y a comme haut cadre du parti certains ministres provinciaux. Pensez-vous que la ville sera bien gérée? Pensez-vous que Jean-Théné Ngobila sera vraiment bel et bien contrôlé? Surtout que, quand on le sait, certains ministres ont comme suppliants députés provinciaux qui les a remplacés aujourd'hui, qui sont censés réellement à contrôler Jean-Théné Ngobila Mbaka. Pensez-vous, avec cette réalité, la ville sera bien gérée? Charlie Moukouba, vous m'avez présenté comme porte-parole du parti Autre Vision du Congo. Mais vous parlez du Congo. J'aimerais rester dans la logique de mon parti, Autre Vision du Congo. Si je vais parler de la ville de Kinshasa, je vais parler des dirigeants et non en passant par la formation politique, une certaine formation politique. En tout cas, là, je suis d'accord même de ne pas répondre à votre question par le simple fait d'avoir évoqué un autre parti politique. Je ne vais pas entrer en conflit avec des partis politiques, mais je pense aussi par la conscience humaine que nous prenons la nouvelle génération politique. En tout cas, il faut faire la différence entre l'effet d'appartenir à une formation politique et l'effet de gérer l'État. Maître Didier Boudimbu est ministre des hydrocarbures. Votre autorité morale. Mon autorité morale que je salue respectueusement. Il est ministre des hydrocarbures, il est autorité morale de l'AVC. Il sait bien faire la différence entre les deux. N'est-ce pas? Quand il faut agir en tant qu'autorité morale de l'AVC, quand il faut agir en tant que ministre et homme d'État, il le fait. Ça n'a rien à voir, ça ne peut jamais se confondre. Et c'est comme ça qu'agissent les hommes d'État. Alors moi, je préfère me limiter là, plutôt que de passer par la formation politique. Je ne sais pas moi, c'est pas mon problème. Kinshasa est le siège des institutions du pays. Disons, le miroir même de cette grande nation, la République démocratique du Congo, et qui a en son sein 26 provinces. Cette question a d'une importance capitale. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de la gestion des Tshisekedi, on commence par la ville province de Kinshasa, qui est bien sûr la capitale, gérée par Jean-Théné Ngobila. Comment expliquer? Voilà pourquoi je disais, quelle analyse faites-vous? Quel conseil peut-être avez-vous aussi à donner? C'est une personne, c'est un humain, il peut aussi se tromper. De voir aujourd'hui les ministres provinciaux être de hauts cadres d'une formation politique. Est-ce que ça peut marcher? Il n'y a jamais eu de contraintes dans l'adhésion dans un parti politique. On y adhère avec sa propre volonté. Mais la plupart. Je ne sais pas s'il y a eu des gens qui ont été contrariés, mais à ce que je sache, avec mon expérience politique, on n'a jamais contraint quelqu'un d'adhérer à un parti politique. Quand il accepte d'adhérer,
il a accepté, il a souscrit à une vision qui l'a convaincu. Il n'a pas été imposé je ne sais pas. Pour ne pas perdre son fauteuil. Non, moi je ne sais pas. Je n'accuse pas, je ne suis pas suspicieux comme les autres. Mais à ce que je sache, on n'a jamais contraint un individu à adhérer à un parti politique. Mais l'impression que ça Et donne. quand il adhère également, il doit faire la différence entre son parti politique, sa formation politique et l'État. Quand on est au gouvernement, le gouvernement n'a pas de couleur politique. Que ce soit national ou provincial, ça n'a pas de couleur politique. Donc, vous êtes là au service du pays, quoi qu'issu d'un parti politique. C'est ça même qui fait aujourd'hui que les autres crient à la dépolitisation de la CENI par rapport à la délégation de membres. Ils viennent des partis politiques, mais quand ils sont dans la CENI, ils sont obligés d'oublier leurs origines. C'est cela. Je pense que c'est ça même le comportement d'homme d'État. Voilà pourquoi moi je vais me réserver de répondre à votre question en prenant les tournures, je ne sais pas quoi. Je vais plutôt appeler à la conscience républicaine, à la conscience nationale, quand on est appelé à gérer, à quelque niveau soit-il de l'État, on doit faire la différence entre ce qui vous revient et ce qui revient à l'État. De toutes les façons, vous en êtes obligé, sinon alors, l'IGF fera son travail. On arrive presque à la fin de cet entretien. Vous êtes de l'AVC. Vous avez dit, on a vu les affiches partout dans la ville. Tokopé ça, Namokonzamboka, majorité parlementaire en 2023. C'est un discours populiste où on verra vraiment la réalité de cette promesse. J'ai vu la conviction de notre autorité morale, Maître Didier Boudimbo, un homme de beaucoup de respect, un homme qui mérite respect, franchement, parce que quand il parlait, il était seul à être convaincu de ce qu'il disait. Nous avons annoncé, même sur vos antennes ici, la tenue d'un meeting qui ferait preuve de notre existence, évidemment de notre ancrage populaire. À Kinshasa, nous l'avons fait le 7 mai, ici à Kinshasa. Ici, je voudrais dire que la parole « Tokopé Samokondiamboka » une majorité n'a rien à voir avec une parole politicienne qui vivra, verra. Nous sommes un parti mieux implanté, mieux représenté, avec une vision claire acceptée par tous les Congolais. Avec Félix Tshisekedi, les élections seront les plus crédibles qu'on ne donnera à aucun parti membre ou allié de l'UDPS un quota comme ça se faisait par le passé. Nous apporterons chacun ce que nous pouvons. C'est bien pour ça que l'AVC travaille pour apporter au chef de l'État dans le cadre de son second mandat, puisqu'il aura un second mandat, une écrasante majorité. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça ne veut pas dire que la majorité, là, 250 plus 1, ça sera l'AVC. Mais dans la composition de cette majorité, l'AVC veut être un pilier. Nous serons un pilier en termes de nombre de députés que nous devons obtenir à travers les élections. Pour ça, puisque pour que ça ne soit pas un simple discours, l'autorité morale a donné des instructions. Le secrétaire général, Maître Magloire Kassongo, il travaille sérieusement. Voilà pourquoi nous avons déployé notre machine politique. Sur le terrain, nous sommes en train de faire la descente. Maître Magloire a annoncé sa descente dans les différentes provinces pour consolider nos bases, pour redynamiser nos bases et la prêter aux élections. Au niveau de l'exécutif national, il y a déjà une commission mixte, notamment composée du département des élections et du département juridique pour essayer d'avoir une vision sur les profils des personnes qui seront sur nos listes, car nous voulons que 2023, l'AVC accompagne le chef de l'État dans l'écriture du nouveau Congo. On arrive justement à la fin, c'est la toute dernière question de cette émission. L'opposition vous accuse de préparer un autre dope électoral en 2023 parce que vous avez lamentablement échoué. Devant cette caméra, comment réagissez-vous? Devant cette caméra, je vais aussi dire, quand j'ai dit Charlie Moukouba a volé ses taux, ce n'est pas à Charlie Moukouba d'apporter la preuve, c'est à moi de prouver que Charlie a effectivement volé ses taux. C'est à l'opposition de prouver ce qu'elle dit, mais je sais que c'est une opposition qui n'est pas prête à venir aux élections. C'est une opposition qui multiplie les faux fuyants. C'est une opposition qui ne veut pas que le peuple congolais découvre sa petitesse, puisqu'aujourd'hui, sans poids politique, l'opposition cherche un moyen de ne pas venir aux élections. Ça n'a rien à voir. Ça aussi, c'est l'expression de la démocratie. Le plus important, c'est que les trains filent. Nous allons vers les élections 2023. Nous allons écrire l'histoire de ce. Sadiq Moudiantou, je rappelle que vous êtes secrétaire national en charge de la communication, mais aussi porte-parole de l'AVC. Merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. C'est à moi de vous remercier avec un grand plaisir. À vous, chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Le rendez-vous est pris la semaine prochaine, même chaîne, même heure, avec le même plaisir. À bientôt. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est un plaisir pour moi de vous convier à suivre quotidiennement cette chaîne dénommée L'œil des enseignants.
C'est une chaîne qui valorise l'enseignement dans notre pays, la République démocratique du Congo. Quand on parle de l'enseignement, on voit directement l'enseignant ainsi que l'apprenant qui est l'élève et l'étudiant. Alors n'hésitez pas à vous abonner parce que c'est un cadre qui nous permettra à s'exprimer librement tout en dénonçant ce qui se passe dans notre pays sur le plan éducatif. Abonnez-vous massivement, likez, partagez avec vos proches afin que tous nous puissions parler le même langage et tous nous puissions développer notre pays sur le plan éducatif. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo.